Pierre Jourde, auriez-vous la gentillesse de vous présenter? On va essayer. Je suis né en 1955 et je suis depuis peu de temps à la retraite de l'université. J'ai donc eu une carrière universitaire, de professeur d'abord dans le secondaire puis à l'université, une carrière académique avec les travaux qui vont avec, une carrière tardive de polémiste de la littérature ou de satiriste de la littérature, et celle qui me tient le plus à cœur, une carrière, si on peut dire ça comme ça, de romancier. Pierre Jourde, au fond, et pardon de paraître vous offenser, vous êtes à la fois peu connu, méconnu, et en même temps, vous avez suscité beaucoup de polémiques. Comment expliquez-vous ça? Au début, ça m'a beaucoup surpris. Je suis un spécialiste de la littérature du XIXe siècle, où on pouvait être à la fois, on admettait tout à fait qu'un écrivain, qu'un romancier, soit en même temps un polémiste. Ça faisait partie de la vie des lettres. Zola polémiquait, Barbé d'Aurevilly, Léon Bloy polémiquait violemment. J'y suis allé de ma polémique avec une espèce d'innocence, je ne connaissais pas du tout le milieu littéraire, et j'ai été très surpris à la fois de la... Je pensais que ce petit ouvrage satirique tomberait un peu dans l'indifférence. Pas du tout. Ça a suscité une espèce d'explosion, à ma grande surprise. Et c'est en effet ce qui m'a fait connaître, à la fois à mon avantage, puisque j'ai peut-être pu publier plus facilement mes œuvres de fiction, et en même temps, pendant très longtemps, je n'ai plus été que le polémiste des lettres, ce qui est une image un peu réductrice. Avez-vous un tempérament naturellement batailleur? C'est une bonne question. Je dois avouer que malheureusement, oui. C'est-à-dire que j'ai une espèce d'agressivité naturelle qui fait que je ne répugne pas parfois à la bagarre de rue, à la pratique de la boxe, enfin, ou des choses comme ça. Et en effet, la polémique participe de cette envie d'en découdre avec la personne qui est en face de soi. Mais c'est comme dans la boxe, c'est-à-dire que c'est pas seulement une envie de démolition. Quand on est face à face sur un ring avec un boxeur, on n'a pas forcément envie de l'abîmer spécialement, on a envie de se confronter avec le corps de l'autre, les réactions de l'autre, la physiologie, l'esprit de l'autre. Et je crois qu'on ne peut pas être polémiste sans aimer profondément la littérature, les textes des autres. Et quand on se bat avec un texte qu'on n'aime pas, on se bat aussi avec ce qu'on n'aime pas en soi, ce qu'on aurait pu écrire, les défauts qu'on a et qu'on scrute dans l'autre, des choses comme ça. Vous avez été professeur d'université, vous avez écrit des romans, des récits, vous êtes poète, vous êtes critique littéraire. S'il fallait choisir véritablement l'activité qui vous correspond le plus, vous distingueriez laquelle? Je ne sais pas si tout ça est un peu étroitement mêlé, mais quand même, à l'origine, de toute façon, c'était le roman. Je n'ai jamais... c'est vraiment ce que j'envisageais déjà très jeune. Le reste, tient un peu du violon d'Ingres. Est-ce qu'on peut être un critique littéraire libre et indépendant dans le monde d'aujourd'hui? C'est une question judicieuse. C'est pas facile. C'est pas facile. Comment dire? J'ai commencé cette carrière de critique, dans le sens satire, hein, entendons-nous bien, chez un petit éditeur indépendant, Éric Nolot, qui à l'époque dirigeait la maison L'Esprit des Péninsules, et nous ne dépendions de personne. C'est-à-dire que cette maison était 100% indépendante. Donc ça, déjà, c'est une condition d'indépendance. Ne pas dépendre d'un groupe, ne pas dépendre d'une maison, d'une grande maison d'édition, où forcément on va fâcher quelqu'un si on attaque quelqu'un de la même maison. Et puis L'Esprit des Péninsules a cessé d'être. Je suis publié chez Gallimard. Alors là encore, je dois dire que j'ai encore une certaine liberté, c'est-à-dire que ça m'est arrivé d'attaquer très violemment des gens de chez Gallimard. Philippe Solers notamment, qui est quand même quelqu'un chez Gallimard.
Ça se passe bien, mais je sais que ça se passera bien jusqu'à une certaine limite. Il ne faut quand même pas que j'aille trop loin, que j'attaque systématiquement trop de gens Gallimard, ce qui serait, bon, ça serait absurde en même temps. Reste le support, disons, journalistique. Je ne sais pas si dans un journal papier, on est aussi libre que dans un support numérique. Je ne le crois pas. Vous qui tenez un blog, vous en avez certainement une idée. Il se trouve que je tiens un blog sur Bibliops, qui est le site du Nouvel Obs. Or, on me laisse absolument tranquille. Ça m'est arrivé d'attaquer assez violemment, 4 ou 5 fois, des journalistes de l'Obs. On ne m'a rien dit. Donc, de ce point de vue-là, j'avoue, je considère que j'ai la chance d'avoir une certaine indépendance. Reste l'indépendance d'esprit. C'est-à-dire que quand on commence à connaître un certain nombre de personnes dans le milieu de la littérature, de la critique, etc., est-ce qu'on est aussi libre dans son esprit pour les attaquer? Je veux dire, je me suis posé la question très sincèrement. J'ai attaqué des gens dans la littérature sans estomac, avec beaucoup de violence, et puis je les ai connus. C'était des gens charmants. Enfin, bon, pour certains. Un ou deux sont même devenus des amis. Est-ce qu'aujourd'hui, les connaissant, j'écrirais encore ça? J'en suis pas sûr. L'indépendance d'esprit est encore ce qu'il y a de plus difficile. Est-ce qu'au fond, vous n'avez pas été plus gêné que magnifié par le fait qu'exerçant beaucoup d'activités, vous êtes aussi un pourfendeur radical d'une forme de littérature? Est-ce qu'au fond, vous ne vous dites pas en permanence « qui suis-je pour juger à partir de ma propre imperfection » comme vous êtes suffisamment intelligent pour être modeste? Oui, cette question, elle m'est posée, elle m'a été posée par des lycéens. Tiens, mais qui êtes-vous pour attaquer Elle est d'autant plus posée que, à cette époque, on parle quand même d'il y a, même si je continue encore le sympathique exercice de la polémique, ça remonte il y a 16 ans, ça paraissait complètement impossible d'attaquer. Des collègues universitaires m'ont écrit des lettres très sympathiques pour me dire « mais on ne peut pas attaquer un livre, on ne peut pas, on n'a pas le droit d'attaquer un roman », ce qui est une négation de l'histoire de la littérature d'une certaine manière. Qui je suis? Je suis un consommateur de textes. N'importe quel consommateur, à mon avis, est en droit d'avoir un avis et de l'exprimer sur ce qu'il consomme. Comme un consommateur de restaurant peut avoir un avis, et vous en trouvez sur TripAdvisor, sur le restaurant dans lequel ils sont allés. Donc je crois que de ce point de vue-là, je suis légitime, comme n'importe qui. N'importe qui pourrait le faire. Ce qui peut-être ajoute à cette légitimité, c'est que universitaire, donc grand lecteur, je connais un petit peu l'objet dont je parle. J'ai des instruments pour en parler, des instruments stylistiques, par exemple. Cela dit, cette légitimité, elle est aussi toujours ressentie un peu comme illégitime, dans la mesure où, comment dire, tout écrivain a un droit imprescriptible à la bouse. C'est-à-dire qu'on ne va pas reprocher à quelqu'un de rater un livre. C'est pas ça le problème. Le problème, en fait, dans la littérature française, c'est l'écart, parfois monstrueux, entre la qualité d'un livre et l'écho qu'il reçoit. C'était ça, en fait, ma visée. Les pastiches éblouissants, de mon point de vue, que vous avez fait avec Éric Nolot, est-ce que c'est une démolition explicite de la mauvaise littérature et un hommage implicite à la bonne? C'est toujours un hommage implicite à la bonne. Je crois que ça va avec. Je veux dire par là que, en complément, dans la littérature sans estomac, j'ai quand même fait l'éloge de quelques écrivains. J'ai, pendant quelques années, dirigé une petite revue qui offrait un espace à des écrivains méconnus. Je défends très souvent dans mon blog un certain nombre d'écrivains, là encore, que j'estime à tort ou à raison excellents et pas assez médiatisés. L'exercice du pastiche que vous mentionnez, enfin, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais envie de faire un peu comme vous avez connu les petits classiques. Vous avez le texte. Alors, nous avons le texte de l'auteur, le vrai, et puis une présentation, une espèce de parodie de présentation, mais avec des éléments vrais sur l'auteur, des notes, une annotation du texte.
parodiques, mais à mon sens stylistiquement sérieuses, et puis des exercices qui peuvent donner libre cours, en effet, au pastiche. Et à mon avis, c'est là que se tient l'essentiel de la critique littéraire, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on nous parle de littérature en France uniquement à partir de quoi? De la personnalité de l'auteur et éventuellement du problème sociologique qu'il soulève, sociologique ou historique. Or, ce que fait la littérature, c'est dans l'écriture qu'elle le fait, c'est par l'écriture, c'est par les mots, c'est ça sa force. Et si elle a contribué à changer le monde, c'est pas parce qu'elle abordait tel ou tel sujet essentiellement, mais parce que son langage, tout à coup, découvrait de nouveaux horizons. Or, je crois qu'un mauvais langage, d'une certaine manière, infecte les esprits, les déforme. Et ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on vous parle d'un livre, voilà, il soulève tel problème, etc. Et quand vous regardez le détail du texte, c'est une catastrophe. Même des auteurs très estimés, hein, pas de la sous-littérature, des auteurs qui sont au premier plan, honorés, critiqués. Vous regardez, c'est mal écrit, c'est maladroit, ça passe à côté. Et finalement, ce qui est mal écrit ne dit rien, ne peut rien dire. Donc je crois que c'est par là, c'est par le détail du texte. Alors le détail du texte à l'université, ça peut être une dissertation stylistique et très sérieux, mais ça peut être aussi, en effet, des notes humoristiques, mais qui font apparaître ce qui ne va pas. Ce qu'a fait d'ailleurs récemment quelqu'un comme Chevillard, dans son livre qui s'appelle Prosper Brouillon, où il rassemble des phrases qu'il a relevées dans les livres qu'il critiquait pour son feuilleton du Monde, qui sont des phrases ahurissantes, on n'y croit pas, mais qui sont vraiment dans des textes, des livres qui ont été célébrés par la critique. Ce serait vous réduire, Pierre Jourde, que de dire que vous êtes partisan d'une littérature difficile. Ce serait faux. Ce serait faux. Nous avons tous été formés à la littérature en commençant par des choses... On n'a pas commencé par Proust, hein, vous comme moi. Moi, j'ai commencé par Mickey. Donc il faut bien commencer par quelque chose. Et puis après, Alexandre Dumas. Et puis après, Hugo. Et encore aujourd'hui, je lis des choses qu'on peut considérer comme de la littérature facile. Je lis de la littérature policière, je lis des choses comme ça. Non, je crois que précisément, une littérature ne peut vivre, ne peut respirer, que si le spectre entre la littérature, disons, d'expérimentation et la littérature grand public est entièrement ouvert, représenté. Mais tout simplement, il y a de la mauvaise et de la bonne littérature grand public, comme il y a de la mauvaise et de la bonne littérature d'expérimentation. Voilà. Maintenant, mauvaise et bonne, c'est un problème, parce que quels sont les critères? À partir du moment où vous analysez la bonne littérature comme un travail sur le langage, est-ce que ça ne renvoie pas tout de suite à une conception épouvantablement exigeante de la littérature? Oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Non, un travail sur le langage peut donner un langage assez simple, mais juste. C'est pas forcément une espèce de masse figurée, complexe, malarméenne, si vous voulez, ou à la Lautréamont. Non, c'est pas ça, un travail sur le langage. Un travail sur le langage peut être aussi dans l'effacement, dans le moins, mais dans la justesse. Flaubert est simple, mais quel travail sur le langage? Vous détestez la mode actuelle de, j'allais dire, du roman, si c'en est un, de l'autofiction? Tous les genres sont légitimes, et on peut faire des choses excellentes dans n'importe quel genre. C'est pas exactement ça, c'est que l'autofiction a représente en revanche quelque chose qui me paraît problématique à la fois dans la littérature et dans la société contemporaine, qui est l'avènement de l'idiosyncrasie. Je suis bonne, je suis bon, je suis intéressant parce que je suis moi. Or ça, une espèce de post-rousseauisme, me semble catastrophique, ne serait-ce que pour la vie en société, et même simplement pour le fait que
nous ne valons que précisément parce que nous travaillons en nous, et non pas parce que nous exposons comme étant de toute façon intéressant, parce que voilà, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et on peut étendre ça à toutes les sous-catégories sociales. Je suis intéressant, je suis justifié parce que je suis breton, parce que je suis noir, parce que je suis bossu, parce que je suis, parce que je suis, parce que je suis. J'ai raison d'être ce que je suis, me paraît être le discours infantile de l'homme de la société contemporaine. Même quand on a le talent, voire le génie, de rendre son moi universel. Alors, non, voilà, justement. On peut en effet aller au-delà et faire de cette exposition de soi une construction, une mise en question, une ouverture à toute autre chose, à des dimensions mythologiques, à des dimensions... c'est ce que fait par exemple quelqu'un comme Claude Louis Combet, mais vous remarquerez que Claude Louis Combet fait moins la couverture de Libération que je ne sais pas, Christine Angot, mettons, tiens, au hasard. L'autre problème, à mon avis, c'est que on dirait que les jurys des prix littéraires, peut-être le grand public, ne sont plus en demande que de formes de réalisme. C'est-à-dire quelque chose qui soit estampillé « je parle de ce que j'ai vécu » ou de ce qui a été vécu. C'est-à-dire qu'il nous faut « je parle de moi » ou quelque chose comme la biographie de quelqu'un de connu, alors ça se fait beaucoup aussi, un livre sur un personnage, ou quelque chose alors, qui est authentifié historique, et donc l'inévitable livre sur la guerre de 14 ou la guerre de 39-45. Nous vivons dans une espèce de demande de réalisme qui, aussi d'une certaine manière, est mortifère. Je crois que l'imaginaire permet parfois de dire le réel de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense, par le détour qu'il prend, et que c'est notre respiration, c'est la respiration de l'âme, l'imaginaire. Je trouve irrespirable un monde qui ne se représente que dans le réalisme. La grande littérature, ce serait donc l'imaginaire plus un grand style. Allez, allez, on peut dire ça comme ça. Vous placez au plus haut, Pierre Jourde, je vous connais un petit peu, la liberté d'expression. Quel est son état aujourd'hui dans notre démocratie ? Elle est menacée, elle est très clairement menacée. Je pensais il y a 20 ans que c'était une question réglée, qu'on n'en viendrait pas là. Elle est menacée parce que nous nous américanisons. C'est-à-dire que, tenez, encore récemment, une universitaire, Isabelle Barbéris, a sorti sur Facebook une espèce de parodie d'un homme de théâtre dont le nom s'appelle Bobé. Voilà. Et qui, en même temps, fait partie d'une association qui s'appelle Décoloniser les arts, qui a été attaquée par Isabelle Barbéris, à mon avis, à juste titre. Or, cette simple parodie lui vaut, de la part de Bobé et de ses amis, un procès pour homophobie, parce qu'il se trouve que le Bobé en question est homosexuel, bon, très bien, et puis des insultes, et puis des menaces de tout ce qu'elle a pu attaquer dans ces décolonisateurs, qui, des gens comme Rokhaya Diallo par exemple, sont toujours au créneau pour faire un procès à n'importe qui, dès qu'il lui semble que ce n'importe qui, en général des gens qui ne sont pas plus racistes que vous ou moi, voilà, tire des propos discutables, qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire, etc. etc. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, à mon avis, pour ne prendre que cet exemple, inventent un racisme, à mon avis en grande partie imaginaire, pour pouvoir accuser tout le monde de racisme. Une manière de prendre le pouvoir à la garde rouge et pour persécuter. Alors ça, à mon avis, c'est un des grands dangers. On ne peut plus rien dire de rien ni de personne. Peut-on encore parler de l'islam sans avoir un procès pour islamophobie, systématiquement? Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec les caricatures de Mahomet dans le journal danois, où un journaliste a été renvoyé de je ne sais plus quel grand journal parce qu'il avait voulu les faire paraître dans son journal. Donc je crois que nous vivons une époque très dangereuse de ce point de vue-là. Il suffit d'aller voir, je suis allé revoir une énième fois le musée Robes de Namur,
avec les gravures de Félicien Rops représentant des Christ en érection, en croix, etc., on ne pourrait plus à aucun moment faire des choses comme ça, essayer de représenter Mahomet en érection, vous allez avoir des ennuis, quoi. Le droit à la caricature, on l'a bien vu avec Charlie Hebdo, hein, à la caricature même très innocente, n'existe plus. Et ce qui me paraît le plus dangereux pour la liberté d'expression, c'est pas que des fanatiques tuent les gens de Charlie Hebdo. Il y a des fanatiques. Le plus dangereux, c'est qu'il y a des jeunes gens dans les lycées et collèges, des jeunes gens musulmans, pour dire ils l'avaient cherché. Ça, c'est le grand danger pour la liberté d'expression. Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça une appétence de plus en plus forcenée pour la judiciarisation de la pensée? Oui. Oui. Et de ce point de vue, je dois dire que, avec de bonnes intentions, on a commencé à prêter le flanc à ça. Dieu sait si pour moi l'antisémitisme est un crime de la pensée, mais la loi Guesso me semble mortifère de ce point de vue-là. Dès qu'on commence à légiférer et à dire qu'il y a crime d'opinion, même si cette opinion me semble dégoûtante, il y a une atteinte à la liberté de penser. La pensée s'attaque par la pensée. La pensée ne s'attaque pas par la loi, quelle que soit cette pensée. Vous qualifiez Pierre Jourde de réactionnaire sur tous les plans. Est-ce que ce serait léger, désinvolte, incomplet? Réactionnaire, mais je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, réactionnaire, en réalité. Je ne sais pas quel est le contenu de ce mot. Je suis, dans une certaine mesure, conservateur, mais comme Hannah Arendt disait qu'il fallait l'être, parce que nous avons à préserver un héritage, et je crains qu'un jour, cet héritage finisse par ne plus être suffisamment préservé. Et ça s'appelle la culture, et ça s'appelle l'humanité, préserver son héritage culturel. Alors là, oui, je suis conservateur, mais je crois que je suis conservateur comme toute personne qui a fait de la transmission culturelle. Comment être autrement? Réactionnaire signifie le désir d'un retour en arrière? Non, ça pas du tout. J'aime beaucoup les nouvelles technologies, j'aime beaucoup la jeunesse d'aujourd'hui qui me semble par beaucoup d'aspects beaucoup moins, comment dirais-je, beaucoup moins contrainte, beaucoup moins, et parfois peut-être moins cruelle que nous ne l'étions lorsque j'étais jeune. Vous n'avez pas de nostalgie pour des moments éblouissants de notre histoire, où par exemple la littérature était portée au plus haut, où des attitudes sociales notamment étaient plus respectées qu'aujourd'hui? Alors, pour ce qui est de la littérature, quand on la connaît un peu et qu'on fréquente bien les écrivains, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils se plaignent que la littérature n'existe plus. En ce moment, je dirige la Pléiade Huysmans, et je peux vous dire que Huysmans, et pourtant c'est une grande époque de la littérature, hein, on est contemporain de Verlaine, de Zola, de Villiers-l'Isle-Adam. Huysmans se plaint d'une époque où vraiment c'est le règne des mufles, du matérialisme, où plus personne ne s'intéresse à l'art. Vous voyez, c'est pas nouveau. Et bon, on peut effectivement se poser la question, parce que la multiplication des moyens d'information fait que le livre n'est plus au centre. Ça, c'est incontestable, on ne peut pas dire autrement. Il n'y a plus que le livre. Bon, mais il est encore là, je crois. Faut-il regretter le passé? Il y avait beaucoup de cruauté parfois dans le passé, beaucoup de dureté, peut-être un peu plus de civilité, oui. Il y avait des guerres, mais je n'ai pas eu à faire la guerre, mes enfants non plus, je m'en félicite. Je veux dire, voilà, on ne va pas non plus idéaliser le passé. On n'a plus de Marcel Proust. Mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Bien sûr qu'on a des Marcel Proust. C'est pas sous les mêmes formes, mais je suis convaincu qu'on en a des Marcel Proust. J'évoquais tout à l'heure les polémiques dont vous avez été victime et que vous avez peut-être recherchées. Je voudrais en évoquer rapidement trois, Pierre Jourde. D'abord, celle liée à votre village natal. Vous l'avez recherché, cette polémique, ce scandale? Ah non, non, pas du tout. Ah mais non, pas du tout. Non, mais moi j'étais convaincu, et je suis encore, d'avoir fait un éloge trop lyrique de ce village. J'avais presque honte en l'écrivant, en disant, oh, quand même, là tu fais vraiment
esprit de terroir, tu aimes trop ce lieu, c'est pas possible. Donc quand même, vous voyez, j'étais un petit peu surpris du retour. Non, je ne cherchais pas du tout. En revanche, je crois qu'il y a eu un profond malentendu de réception. Bon, il y a peut-être une ou deux choses qui ont pu blesser, oui, mais dans l'ensemble, je me souviens encore que le livre commence par un éloge un peu du lieu où l'on n'arrive jamais, parce que la route n'arrête pas de faire des détours, il y a des embranchements, on monte, on descend. Beaucoup de lecteurs me disaient qu'ils aimaient beaucoup cette lente montée vers le village, et il y a des réactions, c'était « oui, mais s'il n'est pas content, hein, il n'a qu'à financer les cantonniers ». Enfin oui, c'est un malentendu complet, intégral. Ça a été terrible pour vous, les réactions? Ça a été... je ne sais pas comment vous dire. Bon, d'abord, c'était extrêmement violent, puisque j'ai quand même eu 6 personnes sur le dos qui cherchaient visiblement à me tuer. Comme je pratique les sports de combat, ils ont quand même pris quelques coups, mais c'est les enfants qui ont pris des jets de pierre, donc là c'était quand même très grave, hein. Il y avait danger de mort d'enfants tout de même. Je savais que ce pays était violent, il l'est toujours. Je crois que les gens qui vont dans certains coins reculer d'Auvergne sont frappés par la violence des mœurs, la dureté des mœurs. Donc ça ne me surprenait pas. Sachant que le livre a été mal reçu, la violence de la réaction ne me surprenait pas. Ce qui m'a surpris, c'est je pensais qu'on s'en prendrait qu'à moi. Donc mais les enfants, ça franchement, c'est quand même aller très loin. Maintenant, il y a quand même des gens qui étaient absolument, et qui sont encore et de plus en plus favorables au livre, qui le trouvent très bien, dans le village même. Un village du Cantal, faut-il? Un village du Cantal à 1000 mètres, très 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 isolé, 20 habitants, vous voyez, magnifique d'ailleurs, superbe, qui vit encore dans une société semi-patriarcale. Hein. Ce sont vraiment les derniers paysans. D'ailleurs, vraisemblablement, j'ai un fermier qui songe à arrêter parce que ce n'est plus possible. Voilà. Nous vivons la fin de la vieille société paysanne française. Là, je le dis avec nostalgie. Parce que c'était beau. Et le jour où les vaches ne passeront plus devant ma porte, je pense que j'aurai une larme. D'autres polémiques, Pierre Jourde, liées à votre perception des banlieues, liées à l'antisémitisme, à Israël. Vous pouvez nous en dire plus qu'un mot là-dessus? Quel a été le ressort de cette controverse? Qu'est-ce que vous disiez de si singulier et de si provocateur? Ça fait très longtemps... je dis souvent avec des amis de ma génération, quand nous avions 20 ans, la question religieuse n'était pas une question. À la fac, on avait des amis de toutes origines, de toutes couleurs. Et origine et couleur, ça ne se posait pas, mais ce n'était pas un problème du tout. Et nous avons vu et l'antisémitisme nous semblait un truc de vieux pétainistes rancis. C'était hier, c'était un autre siècle, quasiment. Et nous avons vu, mais j'ai commencé à le dire il y a peut-être au moins 20 ans, nous avons vu le retour du machisme et de l'antisémitisme par là où la gauche ne pouvait pas admettre que ça arrive, c'est-à-dire par ceux qui étaient nos amis, nos alliés, etc., c'est-à-dire les immigrés, ceux pour lesquels on se battait, SOS Racisme, etc. Et ces gens venant de sociétés musulmanes patriarcales ont réimporté quelque chose qui nous semblait éradiqué de notre société. La gauche a mis, et encore, je dis a mis, 25 ans, elle n'a toujours pas admis ça, elle n'a toujours pas réglé ce problème, elle n'a toujours pas reconnu cette réalité. Et on sait qu'elle est là, qu'elle est dangereuse, mais le déni est encore là aussi. Le déni me semble pire pour une société. Et puis il se trouve que j'ai été amené à bien connaître Israël. J'étais membre du comité du Centre de recherche français de Jérusalem. Je suis allé plusieurs fois en Israël, à l'université, etc. On peut le savoir sans y aller. Mais enfin, tant d'acharnement contre un pays, et en France, contre un pays qui est la seule démocratie régionale, la seule,
Un pays dont on ne sait même pas, la plupart du temps, qu'il n'a pas la peine de mort. C'est-à-dire que les terroristes emprisonnés en Israël sont en prison, ils ne sont pas exécutés. Allez voir dans les pays environnants, un pays où les femmes sont libres, le seul de la région. Un pays d'apartheid, dit-on, avec 2 millions de citoyens arabes, musulmans. 2 millions de citoyens pour un pays de 7 millions. Un pays où vous allez quand vous allez sur les plages, vous êtes entre une famille juive et une famille arabe. Voilà ce qu'on appelle en France un pays d'apartheid. Je ne comprends pas que, par exemple, régulièrement, on demande à boycotter Israël, à boycotter cette démocratie qu'on peut discuter. Mais quel pays ne peut pas être... Je veux dire, à ce moment-là, boycottons la Russie, boycottons la Chine, boycottons l'Arabie, boycottons les 3/4 de la planète, avec autant de raisons. Mais vous indiquiez, si je ne me trompe pas, qu'on se servait beaucoup d'Israël comme bouc émissaire. Mais de quoi, précisément? Une habile transition lexicale qui est semblable à la manipulation lexicale qui est le mot islamophobie, pour désigner n'importe quelle critique d'une religion. Par le mot antisionisme. Antisionisme est un mot qui vous justifie parce qu'il semble dire que vous êtes contre la politique d'Israël. Ce qui a permis de créer, par exemple, un parti antisioniste, une espèce d'absurdité française. Pourquoi pas un parti anti-chinois, tant qu'on y est, si on est contre la politique chinoise, ça paraîtrait tout aussi légitime, mais on vous traiterait de raciste. Donc un parti antisioniste, en s'appuyant sur la détestation d'Israël, qui permet de faire passer un tranquille et forcené antisémitisme. Qu'est-ce que, vous qui connaissez bien Israël, comment voyez-vous l'avenir? Est-ce qu'un jour il y aura une solution entre Israël et ce que j'appellerais la cause palestinienne, ou c'est quelque chose d'impossible? Je n'en ai pas la moindre idée. Je suis un peu inquiet sur cette question. J'ai l'impression que ça passe au second plan avec ce qui se passe en Iran, en Arabie, en Syrie, etc. Donc pour l'instant, c'est un peu endormi. Je ne sais pas du tout. Le paradoxe, c'est que Israël serait en réalité une chance pour cette région. C'est-à-dire que un fonctionnement où on aurait d'un côté toutes les populations arabes, la puissance pétrolière arabe et la technologie israélienne ferait un véritable boom économique dans cette région. C'est ça qui est quand même un véritable crève-cœur. Sur les banlieues elles-mêmes dont on parlait tout à l'heure, est-ce que, au fond, vous ne reprochiez pas à ceux qui écrivaient sur elles une forme d'occultation du réel? Est-ce que vous pouvez aller plus en détail sur ce qui avait à l'époque représenté une forme de coup de tonnerre médiatique? C'est-à-dire, je vais plutôt procéder par un exemple très concret. Je me suis trouvé dans une émission de Frédéric Tadei avec un ancien conseiller de Lionel Jospin, dont le nom m'échappe, mais qui avait un nom, je pense, maghrébin. Et je lui expliquais comment j'avais fonctionné par rapport au racisme quand j'étais en poste dans un lycée professionnel de Creil, qui n'est pas le lieu le plus tranquille du monde a priori. Et j'avais une classe de chaudronniers, 100% français de souche, comme on dit, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin bon. Et qui avaient des problèmes, enfin qui me parlaient des Arabes comme des gens violents, qui les embêtaient à la sortie du lycée, etc. Et pourtant, ce n'était pas des tendres, hein, mes chaudronniers. Et je leur ai dit, écoutez les gars, au lieu de leur dire c'est pas bien et vous êtes des racistes, là, ils se seraient immédiatement rétractés et ça aurait été terminé, évidemment. Je leur ai dit, les gars, il se trouve que dans une autre classe, j'ai un gars intéressant qui s'appelle Mohamed. Eh ben, il va venir vous voir et vous allez causer ensemble. Et donc, Mohamed, cet arabe, est venu dans ma classe. Ils ont discuté pendant 1 heure, c'était passionnant. C'était passionnant. Lui, il avait du courage. Hein, il est allé. Et les gars m'ont dit après, quelque chose s'était passé. Certains avaient un peu commencé à réfléchir. Donc, je raconte cette histoire devant ce conseiller de Jospin. Savez-vous quelle était sa réponse? Ça va très bien vous illustrer le déni de la gauche. Monsieur, je trouve inadmissible qu'un enseignant emploie si souvent le mot arabe. Rideau, terminé. Quand on a dit ça,
on a compris comment fonctionnait la gauche par rapport à ces problèmes. Ne dites pas les choses. Mais pourquoi est-ce que le réel fait peur sur beaucoup de plans aux journalistes, aux politiques, qu'ils soient parfois de droite ou de gauche? Parce qu'il les met en contradiction, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il les met en contradiction. Comment penser celui qu'on considère comme un oppressé, comme une victime, c'est-à-dire l'immigré, soit en même temps un oppresseur, un fabricant d'oppression? Je veux dire, c'est le b.a.-ba de la politique et de la sociologie. Il suffit d'avoir vu dans les années 80 Yol de Yilmaz Güney sur les Kurdes, victimes des Turcs et en même temps oppresseurs de leurs femmes. C'est l'évidence même. C'est même nié. Il suffit de lire la littérature française, la classe ouvrière, etc. pour le savoir. Mais voilà, on ne supporte pas cette contradiction, on ne sait pas comment la résoudre. Et si on commençait déjà par l'exposer, cette contradiction, ça serait pas mal. Vous intéressez-vous concrètement à la politique et avez-vous envie d'en faire, Pierre Jourdain? Oh mon Dieu, non. Non, j'en ai fait. J'étais responsable à l'Union des étudiants communistes il y a déjà fort longtemps, quand j'étais étudiant. Non, je pense que malheureusement, à la fois je condamne le discours tous pourris, etc. Je veux dire, dans le principe, être un homme politique, ça devrait être un beau métier, une belle activité, mais on est affreusement mal représenté. Notre classe politique est catastrophique, je n'y vois pas d'exception, c'est comme ça. Donc je suis comme le Français moyen absolu qui ne s'y reconnaît plus du tout, qui continue à voter un peu par réflexe, mais le mouvement des Gilets jaunes est représentatif. Ils ne veulent pas être représentés par les politiques, ne veulent pas être représentés par les syndicats, plus personne en France n'y croit. Une classe politique catastrophique. Vous avez suivi un peu le parcours du parti qui était le vôtre il y a des années, le Parti communiste, qu'en pensez-vous? J'étais naïf, j'étais jeune et naïf, j'ai commencé à comprendre en voyant le fonctionnement du centralisme démocratique, c'est-à-dire qu'on adhérait à une doctrine un jour et puis le sommet nous faisait descendre un autre jour qu'il fallait penser le contraire. Au bout d'un moment, ça fatigue. Qu'est-ce qui vous avait attiré initialement dans ce parti? J'ai tendance, bizarrement, ça vous paraît paradoxal, j'ai tendance à être discipliné, à être bête et discipliné. Je pensais qu'il fallait changer la société, mais avec ordre et méthode. Donc j'étais prêt à faire un bon stalinien, si vous voulez. Mais par contre, le sommet qui descend des choses systématiquement vers la base et qui change radicalement, ça ne m'allait pas. Ça n'était pas le fait qu'à l'époque, en tout cas, il était perçu, sans dérision de ma part, comme le représentant de la classe ouvrière. Il en existait une à l'époque encore. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais moi, oui, tout à fait. Je n'y allais pas en tant que membre de la classe ouvrière à proprement parler, moi-même, mais oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez été en général satisfait par l'accueil critique de vos livres ou pas du tout, Pierre Jourdain? Écoutez, paradoxalement, oui. En tout cas, mes romans ont toujours été très bien accueillis. Je veux dire, il y a là une certaine... c'est presque un peu rassurant, optimiste. En revanche, les textes critiques, de la part de certains journalistes, ont fait l'objet d'une... Alors, qu'on descende un texte qui lui-même est très violent, ça je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, le mensonge énorme, éhonté sur des faits textuels, ça je dois dire qu'en tant qu'universitaire, j'ai été assez soufflé. C'est-à-dire quand je citais très exactement des propos et qu'on me disait non, ça n'existe pas, les bras m'en tombaient quand même par moments. Comment voyez-vous cette dérive? Les journalistes français, qu'ils soient littéraires ou pas littéraires, à quelques exceptions près, je l'avoue, j'ai des amis journalistes, c'est une engeance. Ils n'ont pas de sérieux, pas d'exactitude, les faits ne les intéressent pas. C'est la grande différence avec les journalistes anglo-saxons, c'est que le journaliste français commence à se demander il sait déjà ce qu'il faut penser de quelque chose. Et il écrit ce qu'il pense que les lecteurs demandent à penser de ça. Les faits, ça ne les intéresse pas. Je me souviens d'avoir discuté de ça avec des familles de gens qui avaient été victimes de la catastrophe du tunnel du Mont Blanc, qui avaient des faits à donner aux journalistes,
et qui me disait on n'a jamais pu les passer. Tout ce qu'il voulait, c'était qu'on pleure. Comment voyez-vous, Pierre Jourde, ce que je considère comme une dérive médiatique d'aujourd'hui, qu'au fond, on ne s'intéresse qu'aux écrivains dont on a déjà créé la médiatisation, et qu'au fond, le talent pur n'est plus pris en compte. Est-ce que vous le sentez? En tout cas, en tant que lecteur, j'ai l'impression parfois, en regardant certaines émissions, qu'on ne cherche pas à illustrer des talents encore inconnus, mais à sublimer encore davantage ceux qu'ils sont déjà. Oui, bien sûr. Remarquez, c'est pas nouveau. Hein. Verlaine a dû vendre 200 exemplaires de chacun de ses recueils, hein, de son vivant. Cela dit, il y a de plus en plus un véritable panurgisme journalistique. Je veux dire, la réaction du journaliste moyen, c'est, puisque X en parle, il faut qu'on en parle. Le journalisme ne parle pas du réel. Donc, de toute façon, il ne parle pas des textes. Il parle de ce dont les autres journalistes parlent. C'est-à-dire que ça fonctionne en circuit fermé. De sorte que, par exemple, on peut faire un battage sur Christine Angot. Alors, je ne suis même pas sûr que beaucoup de gens la lisent. Ça serait à voir que vraiment beaucoup de gens la lisent. Et on fait un battage autour de l'idée, à mon avis, fallacieuse que, bon, le texte, c'est un phénomène de société. Alors le mot phénomène de société permet de tout justifier, parce que si c'est un phénomène de société, un journaliste doit en parler. Mais ce qu'on appelle phénomène de société est simplement une bulle médiatique. Ça n'a rien à voir avec la société, rien à voir. Ça, c'est une escroquerie intellectuelle, là encore. Et c'est dû au fait que c'est le sujet qui compte. Un journaliste est bien incapable de parler de l'écriture. C'est d'ailleurs pas facile, il faut le reconnaître. Donc dès l'instant que vous appelez un livre l'inceste, c'est bien parti. C'est plus vendeur que Oedipe, même s'il y a un inceste dans Oedipe. Mais est-ce que c'est pas déprimant sur l'état de notre société? Sur l'état de notre société, je ne sais pas. C'est vrai que parfois c'est un petit peu déprimant. Comment dire? On est entre écrivains, un petit milieu, on parle de tel écrivain, tout le monde hausse les épaules, disant mais c'est catastrophique, c'est mauvais, etc. En même temps, le même écrivain est porté au nu, il y a quelque chose qui tient à l'incompréhension, mais la raison en est simple, c'est que on ne lit pas les livres, on ne les lit pas. Alors, soit on ne les lit pas vraiment, c'est-à-dire concrètement. Je me souviens d'Éric Nolot qui me dit on me donne un livre à chroniquer pour le lendemain. Et il me dit le lendemain, il faut que je le lise. Et on lui dit mais pourquoi faire? Textuellement. Donc ce qui compte, c'est l'objet symbolique. C'est pas le contenu de l'objet en question. Ou alors, on ne les lit pas réellement. C'est-à-dire qu'on lit un livre avec une idée de livre. On le lit vraiment, mais on le lit avec une idée de livre. Et je crois qu'on en a apporté la preuve avec Éric lorsqu'on a sorti les textes dans le jour des Nolos. C'est-à-dire que les journalistes, tout à coup, n'ont pas reconnu les textes qu'ils avaient loués. Et certains même, comme Nathalie Crom, étaient convaincus que c'était nous qui faisions des parodies des textes en question, alors que c'était les textes. Et je veux dire que c'est parfois très difficile pour un journaliste qui a porté au nu un texte de s'apercevoir tout simplement sur une page qu'il est ridicule. Est-ce qu'au fond, la critique littéraire française, en tout cas, Pierre Jourde, n'est pas scandaleusement écartelée entre la démolition ou l'encens? Il n'y a jamais de juste mesure et on ne dit jamais à un auteur discutable ce qu'il devrait faire pour s'améliorer. Ah si, on le dit. Je pense que je l'ai dit. Et d'ailleurs, je me souviens très bien que Becbédère a dit tiens, je veux faire moins de jeux de mots idiots dans mes romans. Vous voyez, il s'est amélioré, Becbédère. Si, parce que Éric Chevillard, lui aussi, repère des erreurs stylistiques très concrètes dans les romans qui lui est arrivé de démolir. Il racontait une anecdote d'ailleurs à ce sujet assez amusante, parce qu'il avait émis de très légères réserves à propos de Patrick Modiano dans Le Monde. Pierre Berger, propriétaire du Monde, lui tombe dessus en le traitant de connard, c'est quelqu'un qui a un prix Nobel, vous êtes jaloux, vous êtes envieux, etc. Et puis il avait dit du mal de Yasmina Khadra, qui, il est vrai, écrit quand même comme un cochon, et il rencontre Yasmina Khadra dans un festival littéraire qui est
Yasmina Khadra l'engueule et lui dit, et d'ailleurs, de toute façon, vous avez dit du mal de Modiano, qui est prix Nobel de littérature. Ce à quoi Chevillard lui répond, bah oui, je suis désolé, ça ne marche pas à tous les coups. Mais pour revenir à notre propos, je crois que ce n'est pas là l'essentiel du problème dans la critique littéraire d'aujourd'hui. L'essentiel du problème, c'est d'abord que, en fait, la critique négative, elle n'existe pratiquement pas. Or, une critique positive n'a pas de sens si elle ne se fait pas sur le fond de ce qu'on n'aime pas. Si tout est bon, rien n'est bon, en réalité. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que tout est un peu bon dans la critique. Et il n'y a pas, je veux dire, le mot d'échelle des valeurs n'existe pas. C'est-à-dire qu'un génie sera critiqué de manière sympathique, exactement au même niveau qu'un faiseur maladroit. Vous avez l'air d'apprécier, Pierre Jourde, Éric Chevillard. Oui, c'est pas le seul. Hein. Il y a très bons écrivains. Je le lisais avec beaucoup d'intérêt, et il était remarquable dans Les Démolitions. Mais il ne donnait absolument pas envie de lire les livres sur lesquels il parlait. Ah, vous trouvez? Moi, ça m'a donné envie parfois d'y aller. Bon, mais alors. D'accord, c'est possible. J'avais l'impression que ça relevait de cette littérature difficile que j'évoquais au début. Pas toujours, non, je crois pas. Enfin, il faudrait sortir l'ensemble des chroniques, oui. Oui. Non, moi, je comprends cette impression. En même temps, il faut dire que la critique négative est souvent plus amusante, évidemment. Elle est plus facile. De quoi est faite votre vie quotidienne aujourd'hui, Pierre Jourde? D'écriture, de travail tous les jours. Roman? Alors, roman, j'ai un roman qui va paraître le 10 janvier, enfin un récit, disons. Un récit ou un roman? Alors, un récit, ça s'appelle Le voyage du Canapelli. C'est un roman à prétention humoristique sur le transport de Créteil jusqu'en Auvergne d'un canapé légué par ma grand-mère. Donc, c'est une espèce de traversée humoristique de la France. Donc, à partir de faits réels? À partir de faits réels. D'accord. Et puis, je suis en train d'achever donc la publication des œuvres de Huysmans en Pléiade. En 2 ans, j'ai quand même fait, enfin pas que ça, mais ça prend vraiment à plein temps. C'est un gros travail. Nous arrivons au terme. La Pléiade Huysmans paraîtra à la fin de l'année 2019 et sera accompagnée d'une grande exposition au musée d'Orsay, puisque vous savez que Huysmans est pratiquement l'inventeur des impressionnistes en France. Et Huysmans, c'est un génie de la littérature pour vous? Alors, génie, j'irai pas jusque-là. Il a commencé comme un petit naturaliste, dans le sillage de Zola, avec des romans naturalistes intéressants, dont tout le monde disait à l'époque qu'ils étaient intéressants par leur qualité d'écriture, l'inventivité de l'écriture. Ce qui distingue Huysmans aussi, c'est une véritable violence, agressivité dans l'écriture. Il a écrit À rebours, qui a été un petit peu le phare de toute la génération fin de siècle, c'est-à-dire une remise à plat de toutes les références culturelles. Ensuite, il a écrit, à mon avis, 2 romans qui sont ses meilleurs, qui sont des romans géniaux autour du rêve, en quelque sorte, qui sont En rade et Là-bas sur l'occultisme à Paris. Et puis La Conversion, et puis les romans catholiques, dont certains sont de très bons romans, d'autres aujourd'hui paraîtront un petit peu ennuyeux, mais nous n'avons pas mis toute l'œuvre catholique. Pierre Jourde, on arrive doucement à la fin de notre entretien. Je suis frappé de voir une forme de contraste chez vous entre le formidable batailleur des lettres que vous êtes et en même temps l'être infiniment urbain, courtois, modéré, tranquille dans la forme. Ça a toujours été comme ça chez vous? Pour vous prendre un exemple très concret, j'essaye, je ne sais pas si c'est toujours le cas, j'essaye d'être très courtois. Dans la ville, dans la rue, dans le métro. Mais quand je m'aperçois qu'en face, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette courtoisie et qui tient de l'agressivité, je ne comprends pas. Et à ce moment-là, je passe directement au coup de poing dans la figure. Vous voyez, c'est un fonctionnement. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous aujourd'hui? Vous êtes singulier dans l'espace intellectuel et littéraire. Quelle est la définition qui vous ferait le plus plaisir? Il y en a 2. J'aimerais qu'on dise que je suis un des écrivains d'aujourd'hui dont le spectre est le plus large, peut-être, de ses activités littéraires, à part le théâtre.
Et j'aimerais aussi, ça c'est plutôt mon but, je pense que je m'en suis approché dans certaines œuvres comme Le Maréchal absolu, j'aimerais associer la complexité et la force. Mais ça c'est un idéal. Bon, ben, vous y arriverez certainement. C'est ce que je vous souhaite et en vous remerciant pour l'entretien que vous avez bien voulu m'accorder. C'est moi. Merci. Merci.